Bonsoir à tous, bienvenue dans Buena Serra Calcio. Encore ce soir pour pouvoir un petit peu débriefer l'actualité du football européen de ce week-end. En ces débuts de championnat, écoutez, je suis très content de vous retrouver. Bonsoir JCRM, comment ça va? Toujours dans les commentaires. Écoutez, ce soir, on va parler un petit peu, on va être éclectique. On va parler un petit peu de l'Atlético Madrid. Parce que hier j'ai regardé leur match entre autres et je les trouve très convaincants. Les renforts qu'ils ont eu m'ont convaincu, donc je voulais un petit peu en discuter avec vous. J'ai aussi bien sûr regardé les grands débuts du Bayern et puis là j'ai peut-être un avis un peu plus contrasté sur ce que le Bayern a fait cette saison. Donc voilà, je voulais aussi avoir un petit peu votre avis et qu'on en parle. Et enfin, je voulais parler, j'ai appelé ça les Diables, les Red Devils et Il Diavolo, parce que les deux équipes, pour ceux qui ne savent pas, les Red Devils, ce sont les joueurs de Manchester United, en tous les cas les Mancuniens. Et puis Il Diavolo, c'est le surnom du Milan, de l'AC Milan. Donc ce sont deux équipes qui sont en souffrance en ce début de saison. Et je voulais en parler. Alors c'est un petit peu différent, mais honnêtement, ça n'augure pas d'une saison rayonnante. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires. En tout cas, les surprises de la saison dernière, c'est dur cette saison. Bologne, Gérone et Brest, ça c'est clair. Tu m'apprends quelque chose, à 40 ans, je ne savais pas ce surnom du Milan AC. Ah si, Il Diavolo, c'est les diables, enfin c'est nous, c'est les Milanais. Donc voilà, c'est très souvent d'ailleurs dans la presse italienne, le Milan est appelé Il Diavolo. Donc voilà, le diable. Alors, Kipling, pour un petit mot d'histoire, Kipling a décidé de faire en sorte que le Milan porte le rouge et le noir. Alors, selon la légende, parce que je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais en gros, que le rouge serait la couleur du diable, il me semble, pour faire peur à nos adversaires. Et le noir, attends, je pense que je l'ai encore. La citation exacte de Kipling. Je vous la donne, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'intérêt. Non, j'y arrive plus. Je l'ai pas trouvé. Ah si, c'est Milan. Tac. Oui, Our color as red as fire, donc le rouge du feu, et black pour invoquer la peur chez nos adversaires. Donc voilà, c'est un petit peu vraiment le but. Le but c'était d'avoir effectivement d'inspirer la peur aux adversaires du Milan. Donc voilà, bon, c'est un petit peu, faut voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc qu'on tombe sur le premier point, c'est compter sur les matelassiers, les colchoneros qui... Oui, parce que colchoneros, ça veut dire matelassier. Donc voilà, bizarre, parce que je pensais tout au début quand j'ai commencé à suivre le football, je sais pas pourquoi, mais j'avais plutôt l'impression que c'était lié aux cochons, mais en fait pas du tout. Donc voilà, les colchoneros, c'est les matelassiers, et en l'occurrence les matelas en Espagne à l'époque étaient rouges et blancs, c'est pour ça qu'on les appelle les matelassiers. Petite aussi anecdote concernant l'Atlético Madrid, l'Atlético de Madrid d'ailleurs, donc c'est le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, à ne pas confondre. En l'occurrence, ils ont fait un super match hier, et moi je suis plutôt convaincu par les recrues. Déjà, mention très très spéciale à Antoine Griezmann, parce que ne serait-ce que pour ce qu'il fait sur le deuxième but, c'est absolument incroyable, vraiment. Je sais pas si vous l'avez vu, le but de Llorente, cette frappe hallucinante qu'il met sous la transversale. Mais Griezmann, en fait, pour pas perdre l'avantage du temps d'avance qu'avait son équipe dans la contre-attaque, en fait, pour faire la passe, il cherche même pas à contrôler, il fait une reprise de volée acrobatique qu'il dirige directement sur Llorente, et Llorente, en fait, après, a un temps d'avance sur tout le monde, et il peut avancer jusqu'à l'entrée de la surface. Et en revanche, bon, alors ça, c'est pas Griezmann qui lui a appris, mais mettre une frappe absolument stratosphérique sous la barre, en plein milieu sur le
sur le goal. Donc voilà, vraiment impressionnant ce but et surtout cette action complètement folle de Grisou qui était vraiment impressionnante, vraiment. On va faire un petit tour. Salut l'équipe, salut Pipovici, ça va bien? J'ai une petite nouvelle d'ailleurs pour toi et pour les autres supporters milanais. D'ailleurs, je vais faire partie du podcast Cœur Rossonero maintenant, à partir de maintenant. Donc ça commence vendredi. Donc bien sûr, je continue Buonasera Calcio parce que voilà, j'aime parler de football européen. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le podcast Cœur Rossonero. Donc ça va commencer vendredi prochain, vendredi 30 août. Donc franchement, je me réjouis. Alors je serai peut-être pas là toutes les semaines, probablement pas, parce que il y a une bonne équipe d'une dizaine de personnes dans Cœur Rossonero avec moi, inclus moi. Donc voilà, mais en tous les cas, je suis très content de pouvoir aussi commenter l'actualité du Milan de façon plus plus précise, on va dire. Donc voilà, mais ça n'empêche que je continuerai Buonasera Calcio. Merci, c'est très gentil pour vos félicitations. Merci beaucoup Pipovici, merci beaucoup au JCRM. Vraiment, c'est très très gentil de vos félicitations. Merci bien. Bah attendez, vous n'avez pas encore écouté le podcast, hein. Si ça se trouve, ça va être une catastrophe. Alors le podcast est très très bien. Je parlais de moi. Peut-être que moi je vais être une catastrophe. Donc voilà. Donc. À part ça, revenons sur l'Atlético de Madrid, qui à mon sens a fait une super partie. Alors bon, en face c'était Gérone, mais Gérone effectivement c'est quand même comme tu dis au JCRM, une des très grosses surprises de la saison dernière. Alors oui, ils ont perdu des joueurs comme Savio par exemple, qui est parti à Manchester City. Ils ont pas perdu que Savio d'ailleurs, ils ont perdu un autre très très gros joueur, c'est-à-dire leur numéro 9. Donc forcément c'est un petit peu compliqué, mais ça change pas qu'en théorie le fond de jeu devrait rester à peu près le même si Ruiz est peut-être pas aussi décisif que le numéro 9 de l'année dernière, hein, ça c'est clair. Et effectivement, Savio sur le fond de l'attaque, c'était quand même assez spectaculaire à droite. Donc bon, ça change pas qu'ils ont pris quand même une sacrée rouste. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné dans l'Atlético le nouvel Atlético de Simeone, c'est en fait la profondeur de banc. Ils ont très bien recruté, je trouve, l'Atlético et de façon très intelligente, et ce qui fait que ça leur donne une profondeur de banc bien plus importante qu'avant. Déjà, je pense que Julian Alvarez en numéro 9, c'est vraiment bien, et ça change de Morata, hein, j'en sais quelque chose. Et le Normand par exemple en défense, c'est une très belle recrue, et quand vous regardez un petit peu les gens qui sont rentrés en cours de match, Gallagher, Coquet, Reinildo, Sorloth aussi sur le banc, hein, donc t'as Julian Alvarez et sur le banc t'as Sorloth. Bah excuse-moi, mais c'est quand même quelque chose qui a vraiment de la gueule, je trouve. Donc voilà, moi je suis impressionné par la profondeur de banc, et je pense que cette saison, l'Atlético va être à prendre au sérieux pour le titre du champion d'Espagne. Comme tu dis, Pipovici, cette année, le duel pour le titre, ce sera entre les équipes de Madrid. C'est possible, faudra voir un petit peu comment le Barça se réveille de tout ça. Et effectivement, oui, tu as tout à fait raison, au JCRM, le numéro 9 de l'Atlético, c'est Sorloth, qui était l'ancien numéro 9 de Gérone. Donc voilà, effectivement, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas Gérone d'ailleurs, c'est Girona, parce que c'est un club catalan, et donc voilà, ça se dit Girona. Morata, João Félix parti, et ils viennent de se faire prêter l'anglais à l'Atlético, ouais, effectivement. Donc non, franchement, une très très bonne recrue, et je pense d'ailleurs que au-delà même du championnat, cette année pour la Ligue des Champions, alors ils vont pas la gagner, mais ça va pas être une mince affaire de prendre l'Atlético cette année, certainement
beaucoup plus difficile à jouer cette année que ça l'a été ces 2-3 dernières années en Champions, même si finalement l'année dernière ils ont fait une belle prestation en sortant l'Inter par exemple, mais c'était pas vraiment attendu. Mais l'année précédente ils s'étaient fait sortir en poule par le Milan, donc c'était pas ces dernières années ils font pas des super prestations en Champions League. Et là cette année je trouve que ça peut être vraiment sérieux et en plus, alors c'est toujours du Simeone, c'est jamais non plus du football champagne. Mais j'ai l'impression que les joueurs un peu offensifs ont plus de liberté cette saison. Donc voilà, enfin Simeone, après tu peux pas critiquer Simeone, ce qu'il a fait. Enfin, bon, alors ça, là je change de sujet, mais je veux dire, c'est vrai que Simeone, des fois tu t'emmerdes devant ses matchs, on est bien d'accord. Mais ce qu'a fait Simeone, ce qu'a réussi à faire Simeone au plus fort de la domination du Barça et du Real, qui étaient probablement deux des meilleures équipes de l'histoire du football, hein, celle entre 2009 et 2020, on va dire. Ah oui, exact. Non mais t'as raison, JCRM. Sorloth c'est Villarreal et Dobvik c'est Girone. T'as tout à fait raison. Je confonds toujours les deux. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Je confonds aussi l'attaquant du Sporting. En fait, je sais plus comment il s'appelle, l'attaquant du Sporting. En fait, les trois, je les confonds les trois tout le temps. Donc voilà. Bref. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Simeone, ce qu'il a fait au plus fort de la domination du Real et du Barça, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et effectivement, c'est-à-dire gagner un titre quand tu as et le Barça de Guardiola et le Real de Mourinho qui avait réussi à battre le Barça en championnat, ce qui était déjà incroyable. Lui, il a réussi à prendre un titre et il fait 2 finales de Ligue des Champions. Ça veut donc dire qu'il a sorti le Barça en Ligue des Champions, le Barça de Guardiola. Donc non, pas de Guardiola en l'occurrence, c'était déjà plus le Barça de Guardiola, mais c'était un des plus dominants Barça qui a existé dans l'histoire du Barça et même du foot. Donc voilà, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a gagné des coupes, il a gagné des super coupes, il a gagné deux Europa League, il a gagné un titre de champion d'Espagne, 2 finales de Champions League. Enfin bref, non franchement incroyable le palmarès qu'il a vraiment dans un moment où en fait il y a des équipes ultra dominantes. C'est un peu comme quand Djokovic arrive et qu'il y a ce duel interstellaire entre Nadal et Federer en fait, et que Djokovic arrive et réussit à les régler tous les deux sur cette année 2011 par exemple, où il gagne absolument tout ce qui bouge. Donc voilà, bah ça, tu te dis, mais en fait, le titre de Simeone, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu exactement l'année 2011 de Djokovic qui arrive au plus fort d'une domination monstrueuse qu'on n'a jamais vue dans le tennis et qui les règle tous, en fait. Donc voilà, bah c'est un petit peu ça. Pour moi, en tous les cas, ce qu'a fait Simeone, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur comme Griezmann partir de son club de façon désastreuse, revenir dans son club, être hué et maintenant être la star de nouveau ? Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que très souvent, les retours au club, c'est vraiment des échecs. C'est très rare que les retours dans un club se passent bien. On pourrait tous en citer des centaines. On a tous aimé le retour de certains joueurs. Je me souviens que le dernier retour... le dernier retour qui a peut-être marché, c'est Ibra au Milan. Mais juste avant, on avait eu un retour aussi d'un glorieux ancien, c'était Kaka, c'était catastrophique. Donc voilà. Henry et Drogba, pas terrible, bah ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Henry à Arsenal, bon, il marque, je sais pas si tu te souviens, mais il marque lors de son premier match à Arsenal. Mais ça y est, c'était fini après. C'était la belle histoire et puis terminé. c'était terminé. Mais bon. Simeone est génial. Et d'ailleurs, cet été, triste nouvelle pour le foot. Klopp nous a dit au revoir. J'adorais énormément cet homme. Après, oui, mais je pense que ce qu'a dit Klopp sous l'effet de probablement un burn-out, je suppose. Enfin, en fait, c'est tellement violent et tellement soudain que tu te dis, ouais, en fait, le mec, je pense qu'il y est allé trop fort, en fait. Il était trop impliqué et en fait, il n'arrive plus à gérer ses émotions, surtout dans un club comme Liverpool où les gens te transmettent énormément d'amour et de passion. Je pense qu'il a fait un espèce de burn-out. Est-ce que dans 1 an et demi ou 2 ou 3, il va pas revenir ? Moi, je pense que Klopp, il va revenir parce qu'il a besoin de ça en fait.
J'ai l'impression qu'il a besoin de cette relation avec le public, avec les joueurs, avec le ballon, tout simplement. Donc voilà. Si on est sur les coachs, un mot quand même sur la mort de Eriksson. Oui, je voulais terminer avec ça au JC 1984. Pourquoi ? Parce que je voulais remercier Monsieur Eriksson de nous avoir offert une des plus belles équipes que le championnat d'Italie, dans la plus belle période du championnat d'Italie, nous a offert. C'est Saladio, championne, avec une équipe absolument stratosphérique. Quasi tous les joueurs de son équipe sont devenus coachs derrière. Si tu regardes, Mihailovic, Nesta, qui c'est qu'il y a encore, Simeone, je sais pas, alors bon, pas Marcelo Salas, mais il aurait pu, et quoique, ça se trouve, Salas est devenu coach, mais ils sont, enfin, j'ai pris que ces joueurs-là, mais c'était une des plus belles équipes qui m'a été donné voir jouer au football. Une Lazio absolument stratos. Mancini, tout à fait, t'as tout à fait raison. Pipovici, Mancini aussi, entraîneur. Non, mais ça veut dire que Sven-Goran Eriksson, il a donné quelque chose au football. C'est un peu comme, je sais pas, si tu prends Ancelotti, quasi tous ses joueurs deviennent entraîneurs. Avant lui, Sacchi, il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus entraîneurs, en l'occurrence Ancelotti. Il y a des joueurs comme, il y a des entraîneurs comme ça qui t'emmènent à devenir entraîneur et qui t'accompagnent et qui te donnent des tips et qui te donnent envie, en fait, de devenir entraîneur. Et je pense que Sven-Goran Eriksson, sa plus grosse période, c'est celle de la Lazio. Et puis ensuite, avant, c'était pas mal d'années en Serie A, 17 ans en Serie A, je crois. Donc avant la Lazio, il y a eu plein de clubs, Bologne, la Sampdoria, etc., mais où il n'avait pas une réussite aussi extraordinaire qu'à la Lazio. Bon, faut dire qu'il n'avait pas non plus la même équipe. La Lazio, c'était Star Wars. La Lazio, faut bien comprendre qu'à cette époque-là, c'était complètement fou. Bon, le championnat d'Italie était complètement fou parce que toutes les équipes étaient comme ça à peu près. Mais voilà. Et en l'occurrence, après, bon, ces passages en équipe d'Angleterre, parce que c'est finalement ça, qu'il enchaîne derrière la Lazio, c'est pas terrible. Enfin, voilà, il est embauché pour gagner. Quand t'es sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, t'es embauché pour gagner, et c'est pas le cas. Donc voilà, mais merci parce que moi j'ai vécu une des plus belles saisons de Serie A, l'année où la Lazio gagne le titre. Donc voilà, voilà. Merci Monsieur Eriksson. Et surtout, il y a aussi un truc pour lequel je voulais le remercier, c'est son attitude face à la mort. J'ai trouvé ça absolument d'une dignité et d'une justesse. Je sais pas si c'est lui qui a écrit son dernier message, mais en fait, ça a tellement l'air d'être lui que tu peux pas penser que c'est quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que même quand il a parlé de la mort, quand on l'a su que il était condamné, etc., qu'il était venu en Angleterre entraîner une équipe, etc. Là, en fait, il avait expliqué que voilà, il fallait pas être triste devant la mort, que ça allait arriver pour tout le monde et que c'était comme ça en fait. Donc voilà. Donc ouais, vraiment impressionnant. Alors, et merci à Liverpool, c'était son rêve. Oui, c'est ça, quand il a entraîné Liverpool, c'était son rêve et cela aurait été son dernier club coaché, absolument, tout à fait. Et c'est franchement une superbe, vraiment une très très belle leçon de vie. Je sais pas si vous avez écouté, si vous avez lu son message, moi je l'ai lu sur X, le message qu'il a laissé sur les remerciements, voilà, aux gens qui lui ont donné énormément et sur le fait qu'il fallait pas être triste. Donc franchement, c'était un grand monsieur. Après, en Angleterre, il a pas... Alors, tu dis c'était le premier et donc le dernier sélectionneur étranger de l'Angleterre. Non, parce que je crois qu'il y a eu Capello après. Il me semble, ou j'ai raté un truc, mais il me semble que Capello entraîne l'équipe d'Angleterre derrière. Et avec toujours la même réussite, ça change pas. donc voilà, de toute façon l'Angleterre ça change jamais. En vrai, là ces derniers temps ils ont des équipes de fous, mais ça change rien. Bon, ils sont en finale tout le temps, mais ça change rien. Bref, donc voilà, ouais. Donc merci Monsieur Eriksson, ça a été un plaisir de regarder du football ou des équipes de football coachées par vous, et en particulier cette Lazio. Voilà. Ouais, oui. Ah oui, Capello, partout où il y a eu des chèques à prendre, t'inquiète, il était pas loin. Capello, ah oui, la Russie, etc. Il a pris partout.
Capello, il a pris partout. Donc voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? En tous les cas, voilà, les Colchoneros, vraiment une équipe à suivre pour la saison prochaine, pour cette saison. Et je pense qu'ils vont pas être loin du titre, effectivement, un petit peu comme il y a 3 ans, c'est ça? 3 ans? Ouais, 3 ans. Où ils étaient allés le chercher avec Suarez, c'était cocasse, ça, c'était drôle. Donc voilà. On va passer au Bayern. Le Bayern qui a gagné, je sais pas comment qualifier exactement ce match contre Wolfsburg. Mais je disais donc Compagnie acte 1, effectivement. Alors je pense que tout le monde a été très surpris de la nomination de Vincent Kompany, compte tenu de ses états de service, alors qu'il était plutôt bon en Championship, mais et en Belgique d'ailleurs, même si c'était pas mais plutôt pas mauvais. Et puis quand il est passé en Première Ligue, bon, avec une petite équipe, ça a commencé à devenir très compliqué. Il a des principes de jeu. Je pense que le Bayern a vu un yes man associé à un disciple de Guardiola. En fait, j'essaie d'imaginer pourquoi est-ce que le Bayern s'est dit tiens, je vais investir sur Vincent Kompany. Je pense que Kompany, oui, effectivement, quand tu arrives dans une équipe comme le Bayern avec son expérience de coach, en fait, tu dis rien. Peu importe le recrutement, tu vas pas saouler. Le Bayern, je pense, s'est donné le temps de pouvoir recruter Jürgen Klopp en recrutant Kompany. Le problème, c'est qu'ils avaient peut-être pas prévu que Jürgen Klopp allait dire qu'il allait arrêter le football. Enfin, en tous les cas, d'entraîneur. Donc je pense qu'ils se sont un peu, donné du temps. Est-ce qu'ils veulent attendre Xabi Alonso aussi, parce qu'il y avait 2 cibles principales, Xabi Alonso et Jürgen Klopp. Les 2 n'étaient pas disponibles cet été. Donc, ils se sont dit, on prend un petit jeune, on va dire, entre guillemets. On lui donne sa chance. Et puis, si on s'en sépare, personne nous en voudra. Et puis, si ça fonctionne, les gens diront que on est des génies. Donc, c'est un peu ça. Et puis, voilà, pas trop d'exigences sur le mercato. Et d'ailleurs, donc, je sais pas quoi penser de Vincent Kompany, très honnêtement. En tous les cas, il y a un truc, c'est que la première mi-temps a été vraiment dominée par le Bayern, et comme l'année dernière, comme la saison d'avant, mais encore plus comme l'année dernière, il y a eu un switch off en deuxième mi-temps. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais et du collectif et des joueurs individuellement, parce que Sacha Boey, par exemple, fait une super première mi-temps, et protagoniste limite de toutes les actions offensives, et puis tout d'un coup disparaît, crée un penalty, enfin bref, ils prennent 2 buts en 5 minutes, enfin j'exagère, je sais plus combien de temps ils mettent, mais en tous les cas ils sont menés 2-1, alors qu'en première mi-temps tu te dis ils vont tranquille recruter, écraser la rencontre, et voilà. OJC qui dit gros recrutement côté Bayern aussi avec Paulinha, Olysée, et j'ai oublié le troisième, on va le trouver, le troisième, effectivement, tac. Pavlovic, non, c'est pas Pavlovic, ils l'ont recruté cette saison, cet été, Pavlovic, donc Tel, Payman, Leimer, Goretzka, Guerrero, oui c'est ça, donc c'est Pavlovic, effectivement, je pense, hein. Gabriel Olysée, Sacha Boey, ouais, non, Sacha Boey, je sais pas où il était l'année dernière, mais il jouait pas beaucoup en tous les cas s'il était là. Donc gros recrutement, oui. Mais voilà, moi je suis pas. En fait, le truc c'est que t'as vraiment l'impression, et l'année dernière, il était blessé, ouais. L'année dernière, t'as senti que le Bayern était au bout du rouleau, hein, au bout du cycle, on va dire, que le Bayern. Et que tout le monde était un petit peu au bout du rouleau, avec des limites même nerveuses, etc. Enfin bref, il y avait beaucoup de... Tu sentais aucun ressort dans cette équipe, qui en plus est tombée sur une équipe exceptionnelle, hein, bien entendu, mais au-delà de ça, ils n'ont pas fait une super saison, le Bayern. Alors, tu peux te dire, ils sont quand même arrivés en demi-finale, ils sont quand même... Oui, c'est vrai, je suis d'accord, ils sont arrivés en demi-finale, ils ont terminé 2e. Mais bon, maintenant ils ont Harry Kane, donc ils n'ont pas gagné la coupe, ils n'ont pas gagné la super coupe, ils ont pas... Bref, donc c'est un peu compliqué. Et je me suis demandé si
il fallait pas une refonte plus profonde en fait de l'effectif, tu vois, parce que cette baisse de régime que j'ai vue là, alors Olysée a fait un match plutôt pas mauvais, des trucs comme ça, mais j'ai pas été du tout convaincu par le renouvellement d'effectifs et même par l'effet compagnie, parce qu'en fait ce que j'ai vu du Bayern cette année là, enfin sur ce match, c'est exactement ce que je voyais l'année dernière. Il y a rien qui change. Heureusement que tu as le seul détonateur de cette équipe qui est très clairement Musiala, vraiment. Après, Olysée, bon, je pense que ça va être aussi un bon détonateur. Gnabry m'a frustré comme jamais, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire que vraiment, enfin bref, en tous les cas, moi, il m'a beaucoup frustré. Et puis effectivement, Kimmich, Pavlovic a ronronne au milieu, c'est pas terrible. En défense, c'est pas non plus fantastique, je trouve. Sacha Boey était plutôt, je trouve, offensivement bon. Lors de la première mi-temps, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est complètement éteint derrière. Davis a pas fait forcément un super match, mais en même temps, ça fait très longtemps qu'ils ont pas fait un super match. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas du tout été convaincu par le Bayern de cette saison. Pipovici qui dit c'est qui ton favori pour la Bundesliga? C'est compliqué. J'ai bien l'impression que Dortmund va sortir son épingle du jeu cette saison, bizarrement. Le Bayer Leverkusen, j'y crois pas parce que tout est à l'arrache. Encore une fois, en fait, je me dis c'est impossible que ça retienne quand même encore une saison. C'est-à-dire que même là, la Super Coupe d'Allemagne, ils sont allés l'arracher à la dernière minute, puis ensuite au penalty, etc. Alors c'est beau, hein, ils surfent encore sur la vague. Mais je pense que Dortmund est l'équipe qui sera le plus embêtant. Donc voilà. Écoute, on verra, mais effectivement, moi je pense que c'est ça a l'air d'être ça, et je sens que le Bayern va encore terminer deuxième. Donc voilà. Salut Bastien, comment ça va? Merci d'être là, c'est gentil. Pipovici qui dit je dirais Dortmund aussi. Et au JCRM qui dit « J'aurais dit le Bayern, mais compagnie me rassure pas trop. » Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Dortmund, ça ressemble enfin à de la continuité. Effectivement. Alors, le seul truc qui manque, c'est... Enfin, qui manque pas, mais je trouve qu'ils auraient dû peut-être, ou en tous les cas, ils auraient dû essayer de garder Füllkrug. Je pense vraiment que c'était l'espèce de... d'éléments qui vraiment rendaient cette équipe irrésistible l'année dernière en Ligue des Champions. Je pense qu'avoir un vrai gros numéro 9 comme ça de référence, c'est vraiment top. J'aurais adoré le prendre au Milan, je sais pas pourquoi on n'a pas fait l'effort suffisant. Mais bon, bref, maintenant il joue avec Adeyemi, donc bon, c'est voilà. Et puis Baino Gittens, alors ouais, ok, Gittens il a marqué un doublé, donc on peut dire qu'il a réussi son match, mais voilà, je pense que c'est un petit peu ça qui va manquer à Dortmund, au Borussia. Ça va être un vrai gros numéro 9, je pense. Donc voilà, on verra bien. Du coup, tu te dis Leipzig champion. Ouais, écoute, pourquoi pas, hein. C'est peut-être leur saison, justement, parce que il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu en transition. Je pense franchement que... Alors, le Bayern, s'ils refont le titre cette année, respect. Mais honnêtement, j'y crois pas. Je pense sincèrement, c'est une bonne équipe, hein, mais je pense sincèrement qu'ils étaient en surchauffe l'année dernière. Mais ils étaient en surchauffe grave, hein, c'est-à-dire pas un peu. Hein, c'est vraiment, je pense qu'ils ont surchauffé énormément. donc voilà, je sais pas. Bref, en tous les cas. Après, c'est vrai que Leipzig c'est pas mal, mais Leipzig c'est toujours un petit peu la classe biberon, quoi. Tu vois. Bon, alors Openda Sesko c'est très très bien, mais est-ce que vraiment ils vont réussir à s'émanciper, à devenir très agressifs et vraiment faire un duo d'attaque, parce qu'en fait c'est un peu chacun son tour. Xavi Simons c'est pas mal, mais c'est quand même pas fou. Et le milieu de terrain, moi je le trouve pas fou avec Aïdara, Sevald et Campbell. Et puis la défense c'est pas mal, je trouve, ça va. Gulacsi, bon c'est peut-être un peu vieillot, mais bon voilà. Ils n'ont perdu aucun joueur Leipzig. Sesko, Simon sont restés et là en plus ils ont pris Moussa. Ouais, faut voir, écoute.
Non, mais c'est possible. Moi, je suis plutôt orienté vers Dortmund. Et comme dit Pipovici, il y a de la continuité, ça commence à continuer à avancer. J'ai des limites, voilà, au poste d'attaquant, parce que Adeyemi et Gittens, je suis pas convaincu, mais bon, voilà. Faudra voir. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je pense que en fait, vu comme c'est tassé le niveau en Allemagne sur le haut, bon, à Stuttgart, ça a l'air d'être compliqué cette saison. C'est pareil, hein, une des grosses surprises dont tu parlais au JCRM. Bon, alors c'est la première journée, mais ils ont quand même pris 3-0 si je ne m'abuse. Stuttgart, non? Ou c'est moi qui ai mal vu? Ouais, Stuttgart 3-1, pardon, excuse-moi. Ils n'ont pas pris 3-0, mais ils ont pris 3-1 par Fribourg, qui est quand même pas non plus le foudre de guerre de la Bundesliga. Donc je pense sincèrement que ça va être assez compliqué pour Stuttgart de recommencer un peu son exploit. Le Bayer Leverkusen, je les vois bien dans les 4, bien entendu, mais pas plus. Le Bayern, je les sens pas en tous les cas, pas meilleur que l'année dernière. Et Dortmund, en revanche, je pense qu'ils construisent sur des bonnes bases. Donc voilà, avec un nouveau coach, ça peut être pas mal, je trouve. En plus, moi, bizarrement, alors après, je sais pas, mais voilà, Nuri Sahin, il a grandi un peu au Borussia, il a été adjoint. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve ça plutôt intelligent comme move d'avoir pris Sahin, donc voilà. Attention à Hoffenheim aussi. Alors, je les ai pas vus jouer. Je peux pas te dire, vraiment, je suis désolé. C'est vrai qu'Hoffenheim, de temps en temps, ils sortent une grosse équipe. Hein. On se souvient, ils avaient terminé en Ligue des Champions, je crois, une saison. Il y a assez longtemps. Bon, il y a bien 10-15 ans. Donc voilà, mais une fois de temps en temps, ils te sortent une bonne grosse équipe qui embête bien tout le monde. Donc ouais, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Donc voilà. Ouais, on verra en tous les cas. Mais moi, je suis pas convaincu par le Bayern. Et le Bayern un peu plus. Mais le Bayern, pas du tout. Et je trouve que l'effectif est toujours... En fait, les mecs, quand tu les regardes, quand tu regardes les joueurs, en fait, la moitié, ils ont l'air éreintés. C'est la première journée du championnat. Quand je dis éreintés, c'est nerveusement, en fait. Quand tu vois Joshua Kimmich... Le gars fait la gueule comme si il était à 10 minutes de perdre un titre, quoi. Alors que c'est la première journée. Moi, je sais pas, je suis assez dubitatif. Compagnie, j'ai rien vu de révolutionnaire dans le jeu du Bayern. Alors après, c'est peut-être moi, je sais pas, vous avez peut-être regardé le match comme moi, mais moi, j'ai rien vu de fou. Donc voilà, bon, écoute, on verra bien. Et enfin, on va s'arrêter sur les deux équipes qui jouent en rouge et noir, en l'occurrence pour Milan, et blanc pour Manchester, mais les deux diables. Manchester s'est fait punir par Brighton à la dernière minute, quasi, hein, c'était quasi la dernière minute. Ils ont perdu 2-1, donc c'est vrai que... Ah oui, Ito, mais oui, absolument, Ito, le japonais. Tout à fait. Le dernier gros transfert du Bayern, après, bon, c'est quand même... Enfin, c'est pareil, c'est un gros transfert, plus ou moins, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, on verra. Ça se trouve, Ito va amener quelque chose d'incroyable. Pour l'instant, moi, j'attends que ce joueur il confirme ce qu'il a montré, et dans un grand club. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est pas une star. Mais après, voilà. Après, Olysée n'en est pas une non plus. Donc voilà. Donc on verra. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Déjà, j'aimerais savoir ton avis sur le mercato milanais, à moins que tu le gardes pour Cœur Rossonero. Non, pas du tout, je garde rien du tout pour Cœur Rossonero. Si j'ai décidé d'aborder le Milan ce soir, c'est que oui. Alors, le mercato. Moi, comme numéro 9, je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas pris soit Füllkrug, soit Zirkzee. Quand j'ai vu qu'on pouvait pas les prendre, alors bon... Zirkzee, honnêtement, je suis plutôt aligné avec la direction. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on paierait 15 millions d'euros de commission à un agent. Mais bon, comme il y a des clubs anglais, et d'ailleurs, il se trouve que c'est les Red Devils, comme il y a des clubs anglais qui sont à peu près capables de faire tout et n'importe quoi, et si c'est pas des clubs anglais, ce sera des clubs saoudiens, bah en fait, c'est compliqué. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire que acheter un attaquant 40 millions et dépenser 15 millions de plus juste pour une prime d'agent,
par principe, déjà, je veux même pas travailler avec cet agent-là parce que tu sais que ça va être la merde derrière. Donc voilà, bon, Manchester, ils sont plus à ça près, parce que c'est une catastrophe leur club. Donc voilà, effectivement, ils l'ont fait quand même parce qu'ils sont aux abois et qu'en plus ils ont plein d'argent, donc ça donne ça. Mais très clairement, Zirkzee, ou même Sesko, je suis tout à fait d'accord avec toi au JCRM, Sesko, c'était les trois cibles qu'on avait, Füllkrug, Sesko et Zirkzee, et tu te dis, si tu prends un des trois, t'es plutôt pas mal pour quelques années. On récupère un attaquant qui marque jamais, qui a des vrais gros problèmes de finition, qui a 31 ans, et qui a une très bonne mentalité, Morata, tu peux pas dire dans toutes ses équipes, le gars donne tout ce qu'il a, etc. Mais on te vend un espèce de plan on recrute un neuf du futur qui va un peu nous accompagner sur ces 5 prochaines années, et tu te retrouves avec un joueur de 31 ans qui marque très peu de buts par saison, mais qui a un bon état d'esprit. Bon, déjà, tu te dis, ok, là, c'est mal barré. Donc, déjà, ça commence mal. Ensuite, effectivement, il y a eu des recrues au Milan. Je pense que Pavlovic est pas mal. C'est plutôt bien même. Il a fait par exemple un excellent match, même si on a perdu, mais contre Parme, il fait un super match. Donc je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Emerson, là, je suis un peu plus dubitatif. Si tu veux vraiment renforcer le côté droit, renforce le côté droit. Mais si c'est pour nous prendre un Calabria brésilien, honnêtement, reste avec Calabria. Si c'était juste un problème de remplacement, alors je comprends tout à fait qu'ils veuillent se séparer de Kalulu pour des raisons et économiques et de fiabilité, c'est-à-dire que Kalulu est trop blessé, c'est très rare que tu l'aies. Pioli le faisait quasi plus jouer, il a fait une saison fantastique, c'était la saison du titre, mais après, malheureusement, blessure sur blessure, et puis des blessures grosses, des grosses blessures, arrachement du muscle fémoral, etc. Enfin, c'est des grosses blessures, même à un moment donné, il a voulu arrêter le foot, Faut savoir que c'est des très très lourdes blessures qu'il a eu. Donc voilà, moi je suis pas, ça me dérange pas qu'ils vendent Kalulu. En plus tu le vends, je sais pas combien, 17 millions, tu l'as acheté 500 000 euros. Dans les budgets, dans le bilan, c'est fantastique. Pas de souci, il y a aucun problème, ça je comprends. Et puis c'est pas non plus un top player, Kalulu, faut pas déconner. Mais alors tu vends Kalulu, 17 millions d'euros, mais mets 50 millions sur un bon latéral droit. Très honnêtement, j'en ai pas en tête. Mais fais quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Achète pas Emerson, un joueur qui déjà joue pas à Tottenham. Tottenham que t'as sorti de la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, l'année précédente, tu tapes Tottenham. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est pas une question c'est pas parce que tu les as battus que forcément tous les joueurs sont moins forts que chez toi. Ça, c'est clair. Je prends Hugminson n'importe quand, même s'il a plus de 30 ans. C'est pas Morata, par exemple. Si tu me dis, il y a Hugminson qui vient, alors là, c'est pas la même chose. D'accord, là, on est content. Mais Morata, non seulement il est vieux, mais en plus, voilà, quoi. Après, il a un bon état d'esprit, tu peux pas dire. Je sais qu'il va créer de l'espace pour Leao et Pulisic, mais le problème c'est quoi le vrai niveau de Leao et de Pulisic? C'est ça le souci, c'est que en prenant Morata, tu laisses l'attaque du Milan dans les mains des deux ailes. Mais ces deux ailes, honnêtement, tu peux pas dire que c'est des vrais top bons players en fait. Leao, il est capable de tout, d'être le meilleur joueur du monde, comme d'être une chèvre. Comme par exemple contre Parme. Donc oui, ok, il fait une passe décisive, mais la plupart du match, tu t'arraches les cheveux en fait, t'as envie de le tuer. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et après, voilà, c'est pas, il n'y a pas de révolution. Au milieu de terrain, ils n'arrivent pas à trouver le rythme. Reinders... associé à qui, je sais pas, mais en tous les cas, Reinders doit être titulaire. Est-ce que Loftus-Cheek doit vraiment être titulaire? Est-ce que tu mets Pulisic dans l'axe, etc. En fait, si tu veux, le mercato qui devait servir à Milan à trouver des solutions, maintenant soulève beaucoup de questions en fait. Parce que Morata numéro 9 qui se blesse dès son premier match parce que le gars vient de quitter l'Espagne, divorce, etc. Donc tu pouvais à peu près être sûr, et puis en plus étalé jusqu'au bout de l'Euro, enfin bref, tu pouvais à peu près être sûr qu'il allait se blesser à peu près en une semaine, ce qui s'est à peu près passé. donc voilà, donc je sais pas. En tous les cas, le Milan, là honnêtement, je n'ai pas d'avis, mais il y a le mercato m'a pas convaincu du tout. Je me suis pas dit, ouais, ça c'est super. Vraiment, c'est top. Voilà, faudra voir. Pavlovic, je sais pas, je pense que c'est pas mal. Mais bon, Fofana,
tous les joueurs qui suivent, tous les supporters qui suivent la Ligue 1 et qui suivent Monaco en particulier te disent il est capable du meilleur, mais vraiment du meilleur. Tu as l'impression que tu as Claude Makelele dans ton équipe, comme de passer à travers 3 matchs d'affilée. Nous, on a déjà ce problème en fait. Les Milanais, ils ont déjà ce problème de fiabilité. Donc voilà, donc encore une fois, Cardinal qui dit à Ibrahimovic tu devrais dépenser plus, et Ibrahimovic qui va t'acheter Emerson et Fofana, t'as envie de le taper en fait. T'as envie de lui dire mais en fait t'as pas compris, ton boss il t'a dit dépense. Donc tu dépenses en fait. Tu achètes des joueurs à 60 millions et là peut-être qu'on pourra faire une équipe pour aller rivaliser avec l'Inter. Mais pour l'instant avec les charlots qu'on a, excepté Pioli, il n'y a personne qui arrive à faire quelque chose avec cette équipe. C'est pas une équipe pour aller jouer le top 2 ou la Ligue des Champions, hein. Honnêtement. Hein. Mais bon, bref. Ce qu'a fait Pioli, pour moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et il n'y a pas beaucoup de coachs qui pourront faire ça. Fonseca, je pense que c'est pas le coach qui peut faire ça avec cette équipe. Je pense que Conceição était le coach qui peut faire ça avec cette équipe parce que Conceição, pour moi, a les capacités de faire surperformer un groupe. Comme il l'a fait à Nantes, comme il l'a fait au FC Porto, parce que le FC Porto, très clairement, n'était pas la meilleure équipe du Portugal, et pourtant il a gagné le titre. Voilà, moi je pense que Conceição, c'est ce type de coach, et je pense que j'aurais préféré Conceição. Et là où je suis le plus déçu, c'est sur le coach aussi. Il y a le numéro 9 et le coach. C'est les deux choses qui m'ont déçu au plus haut point. Fonseca, c'est un bon coach, mais il lui faut vraiment pas de pression, pas être dans un club à grosse pression. On l'a vu, hein, à la Roma, il s'est autodétruit. À Milan, là, j'annonce, hein, dans 2-3 semaines, il est viré. Parce que ça va pas marcher, en fait. Il va pas les réveiller, en fait. C'est pas parce que Ibra gueule que... Ibra, c'est pas Maldini. Ibra, c'est un rigolo comparé à Maldini. On a perdu Maldini, on a perdu Pioli, on a perdu beaucoup trop de monde. Quand tu vois qu'on a perdu Franck Kessie et Tonali et qu'on les a remplacés par les charlots qu'on a au milieu, bah en fait, tu te dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La seule bonne recrue qu'on a eue au milieu, c'est Reinders. Voilà. C'est le seul truc bien qu'on ait eu ces 2 dernières saisons. Chokodé, c'est une pompe à vélo intersidérale. Okafor, j'en parle pas, malheureusement. Hein, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Bref. Donc, ouais, il n'y a pas Benasser, c'est son frère. Enfin, il y a plus rien dans ce milieu de terrain et c'est ça qui nous manque. Et en plus, on n'a plus de gros numéro 9. Et enfin, bref. Voilà. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être une saison compliquée. À part la Juve et un peu la Roma, le mercato de Serie A bien rompiche. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, après la Juve, ils ont beaucoup vendu pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'ils achètent, hein, parce que là, quand même, quand j'ai vu la feuille de match de la dernière journée, enfin de la première journée de championnat, voilà. D'ailleurs, la Juve, ils ont le droit de jouer que le lundi ou comment ça se passe exactement? C'est un contrat qu'ils ont ou c'est quoi ce délire? Donc voilà. Bon, en même temps, je peux pas te dire, je peux pas le voir en France, hein, donc tranquille. Mais bon, oui. Enfin, en tous les cas, voilà, effectivement, c'était pas non plus un super mercato. Les débuts de la Roma, qui avait quand même très très bien terminé avec Daniele De Rossi, bah, c'est quand même pas terrible. Donc, c'est pareil, hein. Combien de temps est-ce qu'ils vont tolérer que la légende De Rossi continue comme ça? Mais voilà. Ouais, mais alors, tu vois, en revanche, Motta, tu vois, voilà, t'as Fonseca et t'as Motta. Donc, c'est pareil, hein. Pour le coach, moi, je voyais Conceição ou Motta. D'ailleurs, on en parlait, hein, dans Buonasera Calcio. Bah en fait, malheureusement, vous avez pris Motta, nous on a pris Fonseca, et tu vois direct la différence. Premier match de la Juve, tu vois que ça joue directement différemment. Il titularise un jeune de 20 ans en attaque qui marque le premier but de la saison. Et il continue derrière parce qu'il en a rien à foutre. Parce que en fait, Thiago Motta, il veut gagner et il veut gagner en jouant bien. Donc il fait ce qu'il a à faire en fait. Et tu verras que Vlahovic, s'il continue à pas marquer, il va aller sur le banc gentiment parce qu'il est bien gentil à gueuler partout et à agiter ses bras. Mais il est nul depuis 3 saisons. Alors on sait toujours pas trop si c'est Allegri ou si c'est lui qui est nul, mais il est nul. Donc c'est un vrai problème. Alors ça, pour gueuler, en revanche, il gueule, mais j'espère que Motta, il va lui donner sa chance, hein, parce que donc il lui a donné déjà au premier match, là je pense qu'il est titulaire ce soir, mais si ça continue comme ça, il va le mettre sur le banc en fait, parce que c'est bien beau de penser que parce que tu vaux 70 millions d'euros, tu as tous les droits, mais en fait, le seul droit que tu as quand tu vaux 70 millions, c'est de marquer au moins un but tous les 2 matchs. C'est ça ton droit. Quand t'es un attaquant. C'est le seul droit que t'es. T'as rien d'autre comme droit. T'as pas le droit de gueuler, tu te tais parce qu'on t'a payé 70 millions d'euros en fait et que t'as un salaire de l'espace. Donc tu marques des buts et tu te tais. Voilà. Et Vlahovic, il a pas compris ça. Il pense que le plus important, c'est bouger les bras, gueuler et avoir une belle coupe de cheveux.
Bah malheureusement pas, ça suffit pas. Voilà, Del Piero il avait une belle coupe de cheveux, mais il marquait tout le temps. Et il bougeait même pas les bras, il avait pas besoin de le faire. Donc voilà, il faudrait qu'il prenne exemple sur les légendes de la Juve, ça lui ferait du bien, hein, Vlahovic. Excusez-moi pour ce coup de gueule sur Vlahovic, mais il m'énerve. De plus en plus, il m'énerve. Donc voilà. Donc ça c'est sur Milan. Moi le mercato pas terrible, le fond de jeu pas terrible. J'ai l'impression de voir le Pioli Ball alors pas du tout le Pioli Ball d'ailleurs, le Pioli de la fin de règne. Donc aucun ressort, rien. Enfin bon. Et le truc qui est marrant, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les équipes qui marchent bien lors des pré-saisons, lors des matchs amicaux, généralement ils font des saisons de merde. Et toutes les équipes qui ne marchent pas du tout bien pendant les pré-saisons, généralement font des bonnes saisons. Alors pas forcément champion, mais en tous les cas jouent les premiers rôles. Et Milan, cette intersaison, quand je les ai vus taper City, taper le Barça, etc., je me suis dit allez ça y est, ils vont se prendre pour des autres. Et d'ailleurs Fonseca, première interview, ah oui on a fait des choses bien en pré-saison. Mais en pré-saison, en fait, ça veut rien dire. Tu vas sur un terrain de football juste pour récolter des millions. Tu crois que Manchester City, ils en ont quelque chose à foutre de gagner contre le Milan en pré-saison? Ils en ont strictement rien à foutre. En revanche, eux, ils sont prêts. Hein. Quand il y a eu le premier match de championnat, ils étaient prêts. Ils ont mis une rouste, merci. Deuxième rouste, parti, c'est parti. Enfin voilà, c'est ça la différence en fait. C'est la grosse différence. Et Milan, là, le Fonseca de Milan, on dirait qu'il les a préparés physiquement pour être prêts pour la préparation. Mais on s'en fout. Sois prêt pour ton championnat. Crame-les s'il faut les cramer, en fait. Mais enfin, voilà. Bon, en tous les cas, ça me gonfle. Et en regardant la préparation du Milan, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, il travaille pas assez, d'une, parce que sinon il serait cramé, il pourrait pas jouer comme ça. Et ensuite, de deux, en fait, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il essaye de s'acheter du crédit en tapant le Barça et Manchester City pendant la pré-saison. Mais on s'en fout. On n'en a rien à foutre. On veut des titres, en fait. donc voilà, bref. Excusez-moi. Ça me gonfle, ça aussi. Mais il y a beaucoup d'équipes comme ça. Hein. Les équipes qui ratent, vous regarderez chaque saison, c'est la même chose. Les équipes qui ne prennent pas un point dans les pré-saisons, généralement, elles cartonnent. Le dernier exemple, je sais pas si tu te souviens au JC, mais c'est Marseille avec Tudor. Pas un point, rien, enfin pas un point, pas une victoire en pré-saison. Tout le monde le pourrit. Premier match au Vélodrome, je sais pas si tu te souviens, il se fait siffler comme jamais. Les gars derrière, ils font une saison d'enfer, compte tenu de l'effectif. Hein, faut pas déconner. Ils ont pas non plus terminé champion, bien entendu, mais ils ont terminé Ligue des Champions avec une équipe en bois.com. Et pourtant, Tudor les a sublimé en fait. Bon, après il s'est barré à la fin parce que bon, quand même, il a remarqué que c'était des unijambistes qu'il avait dans son équipe, mais quand même, tu vois. Donc voilà. Et ça, c'est un des derniers exemples que j'ai en tête, mais très souvent, tu peux pas te fier à ce que tu fais en pré-saison, quoi. La bronque de la mort qu'il avait pris. Ouais, absolument. Le gars prend une bronca de fou avant même le match. Et résultat, il gagne d'ailleurs ce match. Et il ferme la gueule à tous les supporters toute la saison. Donc voilà, donc c'est très très bien. D'ailleurs, Tudor, je comprends pas pourquoi il a pas de coach, il a pas de club d'ailleurs. Même Milan perd les matchs de pré-saison et fait un gros départ la saison dernière. Absolument, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement la même chose. Là, on a gagné tous nos matchs contre des grosses équipes dans la tournée américaine et australienne, là. Et résultat, on fait mais rien du tout depuis le début de saison. Enfin, je veux dire, perdre. Alors, honnêtement, hein, le Parme que j'ai vu jouer contre Milan, c'est une bonne équipe. Je rigole pas. C'est vraiment une bonne équipe. Mais alors, ils vont pas jouer la Ligue des Champions, mais il va falloir aller gagner là-bas. Et, honnêtement, ça va pas arriver à tout le monde de gagner là-bas. Pareil pour le Torino. Je sais pas si c'est moi ou vraiment Milan qui est nul. D'ailleurs, j'aimerais bien votre avis. Mais honnêtement, j'ai vu un Torino et un Parme très très bons. Mais vraiment très bon. C'est pas comme si on avait joué contre des équipes en bois qui défendent à 11 derrière et puis qui attendent juste un contre. C'est des équipes qui jouent au football, qui sont dans la transition, c'est vrai, mais qui jouent un bon football et qui savent faire un bon football de transition. Donc voilà. Tu rigoles, mais à Marseille, même hier, tu avais déjà des Deserbi out. Ouais, mais c'est des ouf. D'ailleurs, Wai, le pauvre, il s'est fait siffler. Le mec, c'est le premier match. C'est le premier match à domicile. Il se fait pourrir. Laisse-le, il a 21 ans quand même, faut pas abuser.
Torino a tombé l'Atalanta direct. Mais oui, bien sûr. Non, mais le Torino, c'est chaud. Ils sont chauds et Parme aussi. Donc, j'arrive pas trop à savoir si on n'est pas encore vraiment prêt et on est tombé sur deux équipes qui, bien sûr, le Torino et Parme, se préparent pour la première journée parce que eux, le but du jeu pour eux, c'est quand même des équipes qui jouent fréquemment la relégation. Donc, ce type d'équipes font tout pour être au top physiquement au début du championnat parce que de toute façon, en février, ils jouent que dalle. Hein. Donc, voilà. Et pour prendre les points le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que j'ai encore ce doute-là. Mais quand même, franchement, on s'est fait marcher dessus, quoi. Je veux dire, il y a un moment... non, on s'est pas fait marcher dessus. Contre Parme, on a eu beaucoup d'occasions, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'équipe, elle est déséquilibrée. Elle est trop offensive, en fait. Fonseca, c'est un fou, en fait. Donc voilà. Donc bref, on verra. On verra avec le temps. Passons un petit peu aux Red Devils quand même, parce qu'on devait en parler. Mais effectivement, United, eux, je parlais de la transition du Bayern qui n'a pas été très très bonne. Bah, c'est exactement la même chose avec United. Hein. Ok, ils ont recruté Zirkzee, voilà, mais ils ont gardé le même coach. Alors ça, déjà, c'était une surprise absolument stratosphérique pour moi. Je pensais pas vraiment, avec nouvelle direction sportive, vu que le club a été racheté en partie, et que c'est donc le patron d'Ineos qui s'occupe du club. Maintenant, je me suis dit, première décision, tu vires le club, tu vires le coach, et tu prends un coach qui représente un peu l'esprit sportif que tu veux donner au club. Eh ben non, pas du tout. Tu gardes le même coach, et effectivement, tu as tout à fait raison, JCRM, ils prennent Zirkzee pour mettre Bruno Fernandes en neuf. Et tu vois, par exemple, Fernandes... Respect, tu vois, franchement, dans le marasme mancunien de ces dernières saisons, tu peux pas considérer, même Fernandes, souvent, il les a portés sur ses épaules, les Red Devils. Mais je pense qu'il est vraiment... il est vraiment au bout du chemin à Manchester. Il faut qu'il passe à autre chose. Ça aurait été bien, je pense, en termes de leadership dans le vestiaire, etc., de changer ça aussi. En fait, il y a beaucoup de cadres qui auraient dû dégager de Manchester United, le coach en particulier, et remplacer, je sais pas, mais au moins 40%, 50% du 11 titulaire, en fait, pour redonner de l'air à cette équipe. Ils ont subi trop de défaites, trop d'humiliations, trop... C'est pas possible, en fait. C'est très compliqué de rebâtir là-dessus. Le Paris Saint-Germain a eu le même problème. Là, petit à petit, il est en train de le régler, mais il y avait trop de losers, en fait, dans cette équipe. Il y avait beaucoup trop de losers. En fait, tu portes la lose en toi à un moment donné. Même si tu es un joueur fort, hein. Fernandes, tu as l'impression qu'il pleure sur le terrain en permanence. Il est toujours en train de chouiner. C'est pas un winner, quoi. En fait, il est arrivé en tant que winner à United, mais depuis, voilà, quoi. En fait, il joue plus. Tu vois, le gars, c'est dans sa tête, il fait que pleurer, quoi. C'est incroyable. De Ligt, alors là, ouais. Bon, De Ligt, j'en parle même pas de lui. Parce que lui c'est vraiment le joueur typique de l'Ajax. Ultra fort à l'Ajax. Alors, excepté la génération 95-96, mais surtout 95, de l'Ajax, qui a donné derrière les Seedorf, etc. Mais sinon, tous les joueurs de l'Ajax, la plupart du temps, c'est des trompettes intersidérales quand ils sortent de l'Ajax. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, ils sont des joueurs de système. On en a déjà parlé ici dans Buonasera Calcio, mais il y a des joueurs de système. Nantes, l'Atalanta, l'Ajax, on pourrait en citer d'autres. Mais en tous les cas, souvent, ces trois équipes-là produisent des joueurs qui ne peuvent pas s'exporter, en fait. L'Atalanta, le nombre de flops qu'il y a eu quand tu sors de l'Atalanta, mais c'est incroyablement incroyable. Et c'est pareil avec l'Ajax. C'est très très fréquent que des joueurs très forts à l'Ajax donnent que dalle. Vraiment. Tu vois, David Neres, à un moment donné, quand ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, là, c'était quoi? C'était à 5 ans 5-6 ans peut-être même. C'était 2018, je pense. Quand ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, je pense que David Neres, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Un truc comme ça. Mais vraiment, tu te dis, mais c'est quoi ce gars-là? Il sort d'où, tu vois? Et en fait, que dalle. Rien du tout. Il se passe rien derrière. Je parle pas de Jong, je parle pas de Ligt, des joueurs qui sont partis à des tarifs mais stratosphériques. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont atteint même 20% du potentiel que vous imaginiez pour eux? Non, pas du tout. C'est pas des mauvais joueurs. On peut pas dire que De Jong c'est un mauvais joueur, mais c'est pas du tout le nouveau Xavi qu'on nous annonçait, quoi. Faut pas déconner. Donc, bref.
Zirkzee qui annule un but. Oh, il était beau celui-là. Celui-là, il était magnifique. Le pauvre, en fait, il essaye de plonger, il est hors jeu, il essaye de se relever et en se relevant, il rentre la balle. Mais c'est extraordinaire. Quand j'ai revu l'action, je me suis dit, mais c'est pas possible de siffler un hors jeu là-dessus. Bon, c'est horrible. Le problème, personne n'a voulu venir coacher United. Ouais, c'est vrai, mais donne la chance à un jeune au pire. Tu vois, alors bon, Compagnie, c'était la mauvaise idée parce qu'il vient de City, mais un jeune comme Compagnie, un jeune coach comme Compagnie, franchement, ou même peut-être Xavi Alonso, tu lui dis, écoute, on est au fond du gouffre. Tu viens à United, je te donne 3 ans, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Parce que de toute façon, on peut pas faire pire que ça, en fait. Tu vois, bah, en fait, je pense que ça marche. Tu vois, je suis sûr que ça marche même. Mais bon, bref, avec les moyens qu'il a là-bas. L'Atalanta qui prend Cuadrado, pas compris ce move. Non, mais en fait, moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas compris les moves où il y a marqué Cuadrado dedans. Honnêtement, j'ai rien compris. Alors, Cuadrado à l'Inter, là, c'était l'espace. donc ouais, je sais pas. Ziyech aussi très bon à l'Ajax, nul à Chelsea. Bah absolument. Même à Galatasaray, il est sur le banc. Bah oui. Ziyech, pareil, vraiment le joueur typique de l'Ajax. Extraordinaire, stratosphérique, vraiment incroyable à l'Ajax, que dalle ailleurs. Alors, bon, un petit peu en sélection du Maroc. Mais bon, ça veut dire que faut vraiment le mettre dans un système particulier, quoi, ce joueur-là. Si tu n'es pas dans son système, ça marche pas. Ça marche pas. Il est pas au courant. Trafic est le seul qui a bien réussi. Ah, Tadic. Je me suis dit Trafic, et là j'en ai raté un. Tadic, ouais. Tadic, oui, mais c'était pas un top player, Tadic. C'était un bon player, un bon joueur, mais qui était déjà en fin de carrière, qui avait déjà une grosse expérience avant l'Ajax, et qui a continué derrière son petit bonhomme de chemin, mais sans exploser vraiment. Mais il est allé en Angleterre, etc. Bon, c'est... Voilà. Mais c'est un bon joueur. Oui, je suis d'accord, c'est un bon joueur. Mais lui, t'attendais pas à ce qu'il crève le plafond, en fait. C'était déjà un joueur en fin de carrière. Il était là plus pour encadrer les jeunes. Donc, c'était un peu la caution expérience de l'Ajax de 2018. Donc voilà. Mais Tadic, très bon joueur. Très bon joueur, mais avec des limites, qu'il a jamais franchi d'ailleurs. Pourquoi Tonali est toujours suspendu, au fait? Alors non, normalement, il doit pouvoir rejouer. J'avais entendu dire que ça y est, c'était terminé à partir de la prochaine journée, il me semble. Donc voilà, il me semble que c'est la prochaine journée où il peut rejouer. Déjà, Tonali, je sais pas ce qu'il fout à Newcastle. Bon, il nous a aidés, il nous a fait faire un super mercato l'année dernière. Mais, enfin, super, bon, finalement. Mais en tous les cas, au début de la saison, on s'est dit, ça, c'est un beau mercato. Bon, c'était pas terrible, en fait. Et 28 août, Tonali. Ouais, c'est ça. Et donc la semaine prochaine, il peut jouer. Franchement, j'adorerais, lui, tu vois, on parlait des retours, j'adorerais qu'il revienne, en fait. En fait, ça y est, tu nous as rendu service, tu nous as fait gagner 70 millions, on a fait plein de recrutements, maintenant reviens à la maison. On le rachète pour 40, parce que de toute façon, voilà, il n'a pas joué. Et tu vois bien qu'il est triste. Il n'a pas assez de soleil là-haut. À Newcastle, ça va pas. Il se sent pas bien, il ne mange pas bien, il n'y a pas de soleil. Voilà, ça va pas. Les gens ne parlent pas italien. Voilà. Quand tu sors dans la rue, c'est pas Milan, Newcastle. Ouh là, on en est loin. Donc voilà. Donc ouais. Il faut savoir que j'essaye d'être objectif, mais si Milan n'était pas aussi, il a les châteaux à Newcastle, absolument. Si Milan n'était pas aussi pollué, parce que Milan est une des villes les plus polluées d'Europe, il faut le savoir, avec une ville en Pologne. C'est la ville d'Europe avec une ville en Pologne qui a le plus de pics de pollution par année. Donc voilà. Mais je crois que j'aurais essayé d'habiter à Milan il y a bien longtemps, parce que c'est vraiment une ville vraiment cool. Enfin, moi j'aime beaucoup pour vivre, attention, c'est pas une ville musée, mais c'est vraiment une super ville pour vivre, des restos de fous, une vie culturelle vraiment ouf. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance en plus dans cette ville. C'est pas une ville agressive et tout, c'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà, une vraie grande ville, bien placée en plus. De toute façon, quand il y a San Siro pas loin, normalement t'es bien placé. donc voilà. Mais bon, une des villes les plus polluées d'Europe. Donc voilà, malheureusement, je vais pas aller vivre à Turin, donc voilà. Bref, en tous les cas, les Red Devils, je pense qu'ils ils auraient eu un mot sur Mbappé au Real avant de partir. Allez, un petit mot sur Mbappé au Real. Je voulais pas en parler parce que enfin, je vais en parler, c'est pas un problème. Mais je voulais pas en parler parce que je voulais pas faire du Mbappé toutes les semaines, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. En tous les cas, on a parlé du Real.
Compliqué, oui et non. Compliqué parce qu'on le fait jouer numéro 9 et que c'est pas un numéro 9. Je pense que... Oui, je sais qui dit Hendrick l'a éteint. Ça, c'est vrai que, en tous les cas, le fait que Hendrick rentre, marque tout de suite, mais lui, c'est un vrai numéro 9, Hendrick. Donc, c'est sa position, quoi. En fait, il fait ce qu'il sait faire. Mbappé, c'est pas sa position. Voilà. Et puis, le fait que le jeu se soit éclairé quand Brahim Diaz et Hendrick sont rentrés, bah, c'est pas non plus trop en sa faveur. Mais c'est pas non plus en la faveur de Vinicius. Enfin, Vinicius a fait un bon match, a essayé de servir Mbappé. Mais honnêtement, Mbappé, je pense qu'il est... c'est compliqué en ce moment, c'est clair, mais ça ne préjuge absolument pas de sa saison. Parce que je pense que de toute façon, Ancelotti ne veut pas faire le choix pour l'instant, mais il va devoir le faire, de jouer à 2 attaquants. Et forcément, il va mettre Mbappé et Vinicius, je pense, avec Rodrigo qui va les relayer. Tant qu'il n'a pas fait ça, je pense que le Real ne tournera pas. Et moi, j'ai un très, très gros doute sur le milieu de terrain du Real. Mais vraiment très gros doute sur le milieu de terrain. Je pense que même quand Camavinga reviendra, etc., je pense que le fond de jeu ne sera pas aussi bon que ce qu'il a été avant. Donc voilà. Donc je pense que Mbappé il travaille beaucoup physiquement. Je pense qu'à un moment donné, quand ils joueront à 2 en attaque, ça sera beaucoup mieux pour lui. Et je suis quasi sûr qu'ils vont arriver. Ça va arriver avec un Bellingham derrière les 2 attaquants et un milieu à 3 avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde, je pense, un truc dans le genre. Je pense que c'est ça qui va se passer. Et là, ça ira mieux. Mais pour l'instant, Ancelotti tourne autour du pot. On va dire qu'il fait du management avec Rodrigo pour essayer de lui montrer qu'il compte sur lui, mais que, bah, tu vois, ça marche pas. Mais il est obligé d'essayer pour que lui dire que ça marche pas. Parce que s'il lui dit ça marche pas, il le perd, en fait. Donc voilà. Il le savait quand, venant au Real, il serait ni à gauche ni à droite. Les meilleurs du Real, ça reste Vinicius et Valverde. Oui, bon, alors Vinicius, il n'y a pas à débat. Valverde, oui, c'est vrai, au milieu de terrain, je suis d'accord, c'est probablement le meilleur. Question, un Chiesa au Milan, tu prends grave? Bien sûr, je prends grave. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en parle encore, parce que ça libérerait l'aile droite pour Chiesa, et tu pourrais mettre Pulisic dans l'axe. Et là, tu pourrais te demander, même si tu mettrais pas un Reinders Loftus-Cheek au milieu, et là, ça commencerait à ressembler à quelque chose, avec un Reinders un peu plus bas et un Loftus-Cheek relayeur. Ça pourrait être pas mal avec Leao donc, et Chiesa. Franchement, ça pourrait vraiment donner un bon truc. Ouais, moi, je sais pas pourquoi ils le font pas. Hein. Gros salaire. Le problème, c'est qu'il veut 8 ou 9 millions d'euros et que nous, notre salary cap, c'est 7,5, c'est Leao. Donc c'est ça. C'est aussi ça le problème. Bellingham blessé, donc il va sûrement changer sa compo. Bah ouais, le problème c'est que pour l'instant, en fait, au milieu de terrain, vu que Bellingham est blessé, c'est assez compliqué, vu que Camavinga est blessé aussi, il est un peu obligé de jouer en 4-3-3 et de jouer avec 3 attaquants. Mais il sait, je pense qu'il a compris, de toute façon Ancelotti il a compris avant tout le monde, hein, que son équipe elle est pas équilibrée en 4-3-3 et que ça marche pas en fait, ça tourne pas. Il va falloir qu'il passe en 4-3-1-2 à un moment donné. Alors, les gens vont me dire « Ah, mais c'est comme un 4-3-3, le 4-3-1-2 », mais l'animation n'est pas du tout la même parce que Vinicius et Mbappé vont pas prendre les ailes. Les ailes vont être prises par les milieux relayeurs et Bellingham qui va un petit peu circuler à gauche, à droite. Donc voilà. On a osé payer plus cher Origi pourtant une fois. Alors Chiesa, pourquoi on le ferait pas? Ah non, mais moi ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Je dis juste qu'ils veulent pas péter l'équilibre du vestiaire. Le gros problème, en fait, c'est que si tu commences à prendre des joueurs qui dépassent le salary cap de la plus grosse star, en fait, le prochain renouvellement de Théo Hernandez, de Mike Maignan, de ceci, de cela, tu vas être obligé de sortir des salaires de l'espace. Et c'est ça le problème, en fait. Et le truc aussi, c'est que si tu veux attirer des joueurs en leur disant tu fais partie d'un grand club, tu es dans un projet, etc., et que tu commences à leur dire oui, c'est vrai, on a recruté ce joueur pour 9 millions d'euros, les gens ils vont te dire, si vous payez ce joueur-là pour 9 millions, moi aussi je veux 9 millions. Et c'est ça le problème. En fait l'équilibre salarial d'un vestiaire, que le Paris Saint-Germain, par exemple, ne connaît pas, mais alors que ça lui a causé des gros problèmes au Paris Saint-Germain, c'est très important, en fait, pour la hiérarchie dans le club. Donc voilà, et pour ton projet sportif. Si tu veux faire venir des prospects, il faut que tu vois, Pavlovic, il vient parce que c'est le Milan, parce que c'est un grand club, parce que ceci, parce que cela. Probablement qu'en Angleterre, il aurait gagné plus. Mais il vient parce qu'on lui vend un projet, et ce projet, c'est aussi, on donne pas des très gros salaires, mais on va pouvoir recruter fréquemment des bons prospects pour faire un gros projet.
Ouais, c'est un peu ça qu'on leur vend. Si on commence à dépenser 10 millions d'euros sur n'importe quel dudu qui vient, bah malheureusement, en fait, en salaire, hein, je parle, bah malheureusement, en fait, ça va vite s'arrêter. On va avoir 2-3 top players et ensuite que des pompes à vélo. Donc voilà. Je peux comprendre ça en tous les cas. C'est une politique que je comprends. Ça me dérange pas. Mais c'est clair que je prends Chiesa. S'il a envie de venir à 6 millions, pas de problème, il vient. Donc voilà. Pipovici, il y en a des stars italiennes. Tonali, on a besoin de stars italiennes à San Siro. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que comme dit au JC, il n'y a pas beaucoup de stars italiennes, malheureusement. Tonali, c'est une énorme erreur car c'était la référence, la plus grande fierté du club depuis les Pirlo. Ouais, absolument. J'espère qu'il va revenir, vraiment, je le pense sincèrement. Hein. Je suis d'accord avec toi. Tonali, c'était le petit prince. Mais bon, bref. Il nous a servi et voilà. Et c'est Maldini hein, qui décide ça. Hein. Enfin voilà, pour moi, Maldini, c'est à peu près le représentant de Dieu sur Terre. Même si je crois pas en Dieu, personnellement, mais je respecte tous les gens qui le font. Mais en l'occurrence, pour Maldini, je veux bien penser que c'est le représentant de Dieu sur Terre. Ça me dérange pas. Goal annulé pour la Juve, dommage, superbe action. Bon, je vais regarder ça quand même. Je vais aller regarder la Juve. Je vous dis pas comment, mais je vais aller la regarder. Donc, voilà. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, c'était très intéressant. Et puis pour ceux qui sont motivés à samedi, pourquoi samedi? Parce que samedi, bah, c'est le jour de sortie de Cœur Rossonero. Donc on enregistre le vendredi, mais ça sort le samedi. Donc peut-être à samedi, on débriefera l'actualité milanaise si vous avez envie de le faire. Et puis bah, sinon, on se retrouve la semaine prochaine à 20h, comme d'habitude. Lundi prochain, on va débriefer. Et puis je pense qu'on aura eu une belle journée de championnat un petit peu partout. Donc voilà. Jeudi, tirage de la Ligue des Champions, c'est vrai, effectivement, parce que les barrages retour vont avoir lieu, ça va être mortel. Et enfin, on va pouvoir se projeter sur cette nouvelle version de la Ligue des Champions qui me hype de plus en plus. Je n'arrête pas de retourner ma veste entre les JO, la nouvelle version de la Ligue des Champions, etc., etc. Bon, bref, c'est comme ça. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Milan, je pense, chapeau 2, à mon avis. À mon avis, chapeau 2, je pense. Je pense qu'on est remonté dans le chapeau 2. Chapeau 3, je pense pas. La première année, on était chapeau 4. Je sais pas si tu te souviens. Là, je pense qu'on est chapeau 2. Donc voilà. Et fin du mercato, vive les panic buy. Grave. Espérons qu'on aura Chiesa au Milan à ce moment-là. Donc voilà. Bref. Bon allez, merci encore d'avoir été présent. C'était vraiment super. Ça m'a encore fait vraiment plaisir de discuter football avec vous. Merci pour votre fidélité. Et puis bien sûr, hein, vous pouvez revoir la vidéo sur YouTube ou sur Twitch toute la semaine. Vous pouvez aussi, bien sûr, écouter en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et en attendant, n'oubliez pas. Ciao les gars. Ciao, ciao.